90.3, la première radiovision du Sénégal. Quelles doivent être les priorités du Sénégal? L'analyse de la conjoncture économique et les pistes de solutions, la question du chômage et de l'emploi au Sénégal. Pour aborder toutes ces questions, Alassane Samba Diop reçoit ce dimanche 4 mai 2025 pour un numéro de l'ère du temps spécial El Hadj Ibrahima Sall, économiste, ancien ministre du plan de 1998 à 2000. Il est également écrivain et philosophe. L'ère du temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop. Économiste, ancien ministre du plan de 1998 à 2000. Il est également écrivain et philosophe. L'ère du temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop. Dimanche 4 mai 2025, bienvenue à l'ère du temps avec un invité spécial. Il s'appelle El Hadj Ibrahima Sall. Ancien enfant de troupe, El Hadj Ibrahima Sall est entré au Prytanée militaire de Saint-Louis en 1972. Il a obtenu le diplôme de préparation militaire élémentaire, puis diplôme de préparation militaire supérieure, avant d'être plusieurs fois lauréat du concours général sénégalais, dont le premier prix de philosophie des classes de terminale. Diplômé de l'école de haute études commerciales HEC Paris en économie, de The Wharton School of Finance de University of Pennsylvania, États-Unis en finance. M. Sall est aussi diplômé de l'université de Howard University en Homeland and International Security. M. Sall a enseigné en DEA de mathématiques appliquées à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en économie à HEC Paris, en management des grandes organisations à l'université de Paris 6 Dauphine, puis en économie publique à l'école supérieure commerce de Paris ESC Europe. M. Sall a donné plusieurs conférences dans plusieurs institutions, dont National Defense University, War College, USA, Washington, le Centre d'études stratégiques africaines, CSA Washington. Il est instructeur à l'École supérieure de guerre du Sénégal. M. Sall a occupé des fonctions de directeur général des institutions bancaires et de prévoyance de retraite. Il a été chargé d'investissement à la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. Il a aussi servi dans les fonctions ministérielles dans le gouvernement de la République du Sénégal en tant que ministre du Plan et de la Coopération de la République du Sénégal. M. Sall a été membre suppléant des Board of Governors du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque islamique du développement, BID. M. Sall a été pendant plusieurs années membre du Conseil national du crédit de la BCEAO. Dans le cadre de ses mandats sous-régionaux, M. Sall a conduit la réforme du secteur de la défense et de la sécurité de la République de Guinée-Bissau, une mission d'assistance technique auprès du ministre des économies et des finances de la République du Cameroun et une mission d'assistance auprès de 15 États de la CEDEAO dans le renforcement de la sécurité et le développement. M. Sall, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui à l'ère du temps. Nous avons choisi de faire des missions spéciales aujourd'hui pour davantage aller au fond des choses. M. Sall, quelle analyse faites-vous de la conjoncture économique nationale après la révélation de la Cour des comptes et des marathons budgétaires et judiciaires que nous vivons aujourd'hui? Je vous remercie, Alassane. C'est un plaisir toujours de venir devant vous, de venir devant votre institution. Et je prie que Dieu continue de protéger votre institution parce que vous fournissez un bien public extrêmement important pour la communauté, en plus justement d'être un élément moteur pour notre démocratie, pour son avancée. Donc je fais un appel aujourd'hui aux autorités qui dirigent ce pays pour que vraiment la presse soit consolidée dans ce pays et que la démocratie soit réconfortée. Et surtout hier, c'était la journée internationale de la liberté de presse. Ah bon, je savais même pas en plus. Vous voyez que tout tombe très bien. Alors, sur la question de l'analyse de la conjoncture, je voudrais vous expliquer quelque chose de très simple, Alassane. En économie, normalement, nous n'avons qu'une seule institution économique. Il n'y a qu'une seule institution en économie. Ça s'appelle la confiance. Quand on l'a, on a tout. Quand on la perd, on n'a plus rien. Et vous pouvez avoir deux économies qui sont dans le même état. L'un qui a la confiance, l'une qui a la confiance, l'autre qui ne l'a pas. Et les équilibres n'aboutiront absolument pas aux mêmes allocations ni au même niveau de bien-être.
Donc cela est important pour dire qu'il y a un élément psychologique fondamental dans la conjoncture que l'on appelle la confiance et qui mérite que l'on porte une attention particulière à certains phénomènes. Et justement, l'analyse de la conjoncture, comme vous me dites, n'est pas une analyse seulement des faits économiques. C'est l'analyse des perceptions et des représentations de l'économie aussi. Donc il y a un premier niveau sur les idées qui se projettent sur ces faits-là. Et même mieux, il y a un troisième niveau qui porte sur les idées que les gens se font des idées des autres. Donc c'est un deuxième niveau, c'est des idées, c'est une projection d'idées sur des idées. Le premier domaine appartient aux faits économiques simples que nous avons l'habitude d'analyser, l'investissement, la consommation. Le deuxième parle de la représentation et des perceptions des agents économiques sur le modèle. Et le troisième porte sur les anticipations. Parce que tout simplement, pourquoi ce troisième domaine est important? Et c'est un métadomaine qui est le plus important et où tous les phénomènes complexes de confiance et de dépression économique et de conjoncture se passent. C'est important parce que tout simplement, je ne suis pas la seule conscience qui veut donner sens au monde. La donation de sens qui s'effectue à partir de ma conscience va affronter la donation des sens des autres. Parce que je ne suis pas seul, El Hadji Ibrahima Sall, à donner sens au monde. Alassane Samba Diop voulait donner sens au monde. Alors, c'est là où la subjectivité qui était dans les perceptions bascule en intersubjectivité et explique toutes les formes de violence, d'empiètement, d'anticipation, de coordination, d'anticipation, et qui sont des problèmes extrêmement complexes dans l'analyse des conjonctures. Donc oui, aujourd'hui, l'analyse que je fais de la conjoncture, c'est que l'économie sénégalaise a un problème de confiance. Et ce problème de confiance, il est complexe. Il touche les perceptions, il touche aussi surtout les anticipations qu'on se fait. Donc, c'est un mouvement global qui va jusque dans la tête des agents économiques qu'il faut chercher pour essayer de rétablir la confiance et pour donner des signaux pour mettre fin à ce processus qui entame la confiance que nous avons sur notre économie. Parce que je souligne, vous avez vu qu'il y a eu une dégradation de la notation du Sénégal suite aux révélations de la Cour des comptes. Mais ce qui est plus intéressant, plus inquiétant, ce n'est pas la dégradation de la notation, c'est la perspective négative qui accompagne cette dégradation-là. Ça veut dire qu'on ne pense pas que le retour de la confiance soit immédiat ou vienne. Et à ce sujet-là, je voudrais dire quelque chose. Dans un contexte comme ça, on a besoin de tout, sauf des avertissements que nous portons sur la monnaie. Par exemple, j'ai entendu des gens dire, voilà, nous sommes dans le CFA, nous allons voir, si à la fin ça ne marche pas, on va sortir. C'est vraiment le genre de déclaration qu'il ne faut surtout pas faire. Quelles sont les conséquences de ces déclarations? Les conséquences, c'est qu'on commence d'abord à dire à tous les investisseurs qui vont se dire eux-mêmes, moi, je ne vais pas investir. Les collègues ne vont pas investir dans une économie. Demain, je risque de me retrouver avec une monnaie qui sera dévaluée. Donc, je vais prendre mon argent et le placer dans une zone monétaire safe, comme la zone euro, comme la zone dollar, mais je ne vais pas m'amuser à entreprendre dans un contexte où demain, je peux sortir du franc CFA et me retrouver avec une monnaie qui ne vaut rien. Mais tout cela revient à la question de la confiance, à la question de l'assurance qu'il faut donner. C'est une question de l'assurance qu'il faut donner, c'est extrêmement important. Et l'assurance, il est d'abord dans le discours. Jusqu'à la veille d'une sortie de monnaie, on ne doit pas l'annoncer. On ne doit pas donner aux gens l'impression ou la possibilité qu'on puisse en sortir. On y est, on y reste, on se tait, on laisse les universitaires discuter à l'université, mais pour les autorités publiques chargées de la politique économique, c'est extrêmement scandaleux de s'avancer sur ce terrain-là et c'est mortel pour notre économie. Du moment que la confiance ou le manque de confiance nous a mis dans cette situation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir la confiance? D'abord, ce qu'il faut faire, c'est justement, c'est d'abord ce que j'appelle l'environnement lointain, parce que le CFA, c'est de l'environnement lointain, parce que même dans l'analyse de la conjoncture et l'analyse économique, il faut faire la différence entre l'environnement immédiat et l'environnement un peu plus lointain. Et les deux jouent justement sur la question de la confiance. La première chose, c'est d'avoir un discours clair, unique, qui va dans un sens et qui rassure. Nous avons besoin de rassurer. Les marchés ont besoin d'être rassurés. Les banques ont besoin d'être rassurées. On ne peut pas fragiliser le système bancaire
en donnant l'impression que les banques, ou en confirmant que les banques ont des produits toxiques dans leurs actifs. Ça va se traduire par des retraits de clients et tous les modèles de faillite, de crise bancaire, et notamment les modèles de Dubuque et consorts. Comme le super rentrée de Diamond Digui, partent de ce principe-là, et partent du principe que vous n'avez pas besoin de phénomènes objectifs ni de faits économiques réels pour faire basculer une économie en crise ou en dépression. Il suffit que l'impression existe, et je voudrais dire que donc il faut rassurer, avoir un discours continu et passer de façon macro et nationale à des priorités qui doivent être les priorités du Sénégal, et que tout le monde sache que la priorité du Sénégal, c'est le rétablissement de la confiance dans l'économie, mais ce n'est pas, par exemple, le vol du bétail, qui peut être un sujet certes intéressant, mais l'impact est faible, parce que le pourcentage de bétail qui fait l'objet de vol est mineur. De la même façon, les personnes engagées, c'est une petite minorité, il y a des lois, il y a tout ça. Donc il y a des thématiques qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas une priorité nationale. Quelles sont les priorités nationales aujourd'hui? Voilà, les priorités nationales, très rapidement. Moi, je pense que la première chose, c'est l'unité nationale. Il faudrait que ce pays se rassemble. Il faut que ce pays se réconcilie. Il faut que les mécanismes et les acteurs de la médiation sociale, je ne parle pas de médiation politique parce que c'est sans aucun intérêt. On parle de dialogue politique, le dialogue politique n'a aucun intérêt, c'est pas important, ça se passe à l'Assemblée. L'opposition s'oppose, la majorité gouverne. Ce qu'il faut, c'est des médiations sociales. Vous avez vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous avez vu les injures, vous avez vu les insultes. Rien n'est plus possible. Nous sommes à la lisière d'un pays qui va devenir ingouvernable par indiscipline collective. Donc pour moi, il me paraît important de déterminer ces priorités. Premièrement, c'est l'unité nationale, le rassemblement. La deuxième priorité, c'est la défense nationale et la sécurité collective. Nous sommes entourés par une ceinture de feu. Vous avez vu au Togo, vous avez vu le Bénin, vous avez vu les exécutions. Elles sont partout. Et quand on est en opération dans ce pays-là, dans ces pays-là, ça veut dire que nous qui sommes entourés, peut-être que les dispositifs de déstabilisation sont déjà sur place, en train d'attendre d'être actionnés. Donc, pour cette raison-là, il faudrait que notre pays soit centré, concentré sur la défense nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, il faut donner les moyens à l'armée, les moyens financiers surtout d'abord, les moyens humains ensuite, et les moyens opérationnels ensuite. Il nous faut une loi de programmation militaire où nous donnons à l'armée une visibilité, une stratégie cohérente, et ne pas gérer l'armée à coup de loi de finances rectificatives. Et sur ce point-là, c'est la politique qui doit reculer, c'est les dépenses publiques sur la politique et le social qui doit reculer et laisser la place à la défense nationale. La priorité une du Sénégal, c'est la défense nationale, et il faut s'organiser. Et d'ailleurs, sur ce point-là, il faudrait, moi je déplore personnellement, la décentration, ou si vous voulez, une sorte de diversion de l'armée vers des activités soi-disant sociales au nom de l'armée-nation, au nom de l'État-nation. Une armée, c'est comme le Real de Madrid, où ça joue des matchs, où ça s'entraîne. On ne peut pas prendre le temps de Vinicius ou de je ne sais qui et le consacrer à des actions sociales dans les écoles. L'armée, quand elle ne fait pas la guerre, elle doit s'entraîner en permanence, parce que c'est important, parce que c'est dissuasif. Donc pour moi, il faudrait recentrer l'armée vers ça, développer justement, renforcer la constitution des élites et la capacité au commandement, l'aptitude au commandement dans les forces, et permettre à ce que l'élite reconstituée, renforcée de l'armée nationale tire vers le haut la base et les troupes. Oui, parce que récemment, il y a eu des alertes. Il y a le Tombouctou Institute qui a fait une alerte par rapport au Djinim, qui est dans la sous-région et surtout à la frontière avec le Mali, où de plus en plus ils sont de l'autre côté de la rive du fleuve. Tout à fait. Mais d'abord, le premier point, c'est que sur ce côté-là de notre pays, la zone militaire est immense et large. Et quand vous parcourez la zone militaire, vous parcourez des centaines et des centaines de kilomètres, ce n'est pas normal. Cette zone-là, il faudrait peut-être la diviser et avoir 2 zones et leur donner les moyens. Deuxièmement... Est-ce qu'il faut créer des villes garnisons? Non, mais avant les villes même, il faut créer une énième zone plus une. On en est à N zone, il faut rajouter une en la diminuant et en lui donnant les moyens. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il faut renforcer le renseignement. La chaîne RANS doit être
renforcée, elle est renforcée par les populations. D'où une éducation permanente des populations sur le renseignement. Il faut que chaque Sénégalais se sente responsable du réseau des renseignements sur notre sécurité collective. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Il faut constituer une réserve civile. Aujourd'hui, en Ukraine, c'est les civils qui se battent depuis très longtemps. Et donc, il faudrait travailler dans ce sens-là. Et pourtant, le gouvernement a parlé de l'engagement militaire obligatoire. Oui, l'engagement militaire qui est dans la Constitution, qui est obligatoire. Tout Sénégalais doit s'engager dans l'armée. Mais ça n'a jamais été appliqué. Ça n'a jamais été appliqué, mais dans une évaluation de politique de jeunesse que j'ai faite, c'est la proposition 4. Ça fait longtemps. J'ai été invité comme conférencier à un dîner des anciens de Saint-Cyr. Je l'avais préconisé il y a 5 ans et ça a été écrit dans les... que les jeunes soient engagés dans l'armée, les jeunes Sénégalais. Oui, parce que mais le colonel qui était chargé d'assurer le secrétaire général de Saint-Cyr a même produit un rapport à ce sujet, Pape Mbarik Diop. Alors, donc, je voudrais tout simplement dire que c'est une voie, mais ce n'est qu'un moyen. Ces garçons-là qui sont engagés dans le cadre d'un service universel, national, militaire obligatoire, doivent fournir les troupes de la réserve civile que nous devons constituer et qui doit être animée en permanence, périodiquement, et qui doit faire l'objet de travail. Donc, le service civique national, c'est très bien. Mais ce n'est pas la finalité, c'est un petit moyen. Il devait déverser des éléments dans notre réserve civile. Donc, ces questions de défense-là, il faut commencer à les envisager de cette façon-là. Parce que moi, je connais très bien la région. J'ai réformé l'armée de la Guinée-Bissau, du temps de Tagmé et du temps du président qui avait été assassiné. Mais c'était devant moi. Nino Vieira. Et j'ai négocié aussi avec la plupart des troupes, mais qui occupent aujourd'hui le Mali. Donc, c'est des questions extrêmement importantes, fondamentales, et je demande au chef suprême des armées, le président Diomaye Faye, de tout faire pour renforcer l'armée, lui donner les moyens, et que c'est la priorité des priorités. Il faut que la politique recule, que l'armée ait les moyens. L'armée, c'est aussi le renseignement. Oui, l'armée, c'est la prévention. Mais bien sûr. Aujourd'hui, l'armée française, semble-t-il, était aussi travaille beaucoup avec l'armée sénégalaise sur les renseignements. Aujourd'hui que la France est partie, elle a quitté les bases. Comment occuper cet espace de renseignement? On parle de plus en plus de digitalisation, de numérisation, de satellites. Alors, la première chose, c'est que vous avez raison, la France, la coopération de défense avec la France jouait un rôle extrêmement important. Surtout dans le renseignement, dans en matière de renseignement, d'abord, Deuxième chose, en matière d'information sur la protection de nos ressources naturelles, il y avait un avion Breguet qui prenait les photos tout le temps et l'état-major avait à sa disposition ces éléments d'information. Donc, il est important que quand la France quitte, qu'on regarde ce qu'il y a lieu de faire. Parce que cette coopération-là aurait dû être évaluée, à mon avis, avant toute décision. Puisque la France contribuait sur le renseignement, la France contribuait et contribue encore sur la formation, la France contribue sur l'ensemble des procédures opérationnelles et tactiques et stratégiques, y compris jusqu'aux évacuations sanitaires, jusqu'au défilé du 4 avril. Le défilé du 4 avril auquel nous avons eu droit est un défilé français. La position, le timing, la décussation des troupes quand ils défilent, tous ces éléments-là sont des procédures françaises. Et il faut voir que derrière les procédures françaises, il y a les procédures OTAN. C'est extrêmement important parce que tout simplement, tous les jours, la doctrine militaire est travaillée et on avance avec la doctrine et la procédure. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que l'apport de la France était extrêmement important. Mais aujourd'hui, nous pouvons effectivement essayer de voir devant ce qui a été fait, comment on peut reprendre les choses en main. Sur ce point-là, il y a quelque chose pour moi, mais qui me paraît extrêmement important de dire, c'est que je voudrais dire qu'il y a un souverainisme de sagesse et un souverainisme d'adolescence. Le souverainisme de sagesse voudrait que, dans notre pays, on comprenne que les alliances, ça renforce, ça ne faiblit pas. On est plus fort parce qu'on est allié.
on est plus fort parce qu'on a d'autres puissances à côté de nous. Ce n'est pas en s'enfermant et en ayant un esprit de repli qu'on va s'en sortir, c'est l'inverse. Il faut aller à la conquête du monde, il faut défendre le péril mondial et on le défend avec des amis, on le défend avec d'autres armées et c'est cette alliance-là qu'il faut reconstruire. Même en ce qu'on appelle dans les techniques de prise de décision dans l'armée, comme les Military Decision Making Process, on vous explique qu'avant d'attaquer un pays, une troupe, une unité, il faut faire le point sur le renfort et les réserves qu'elle peut avoir. Mais comment aujourd'hui l'alliance est capitale. Comment aujourd'hui faire une alliance dans un monde de plus en plus déconstruit? On a Donald Trump qui est au pouvoir, qui a tout chamboulé, qui a remis en cause pratiquement beaucoup d'alliances. Ou même ceux-là avec qui on était en alliance sont dans l'expectative. Oui, mais il ne faut pas donner au pouvoir exécutif plus de pouvoir qu'il en a. Trump, pour moi, a des sautes d'humeur. Ces choses-là vont passer, à mon avis, il est capable de faire une chose le jour et le contraire le lendemain. Donc moi je pense que la défense, mais regardez, Elon Musk, quand il est venu pour évaluer les militaires, la CIA et la FBI ont émis des notes en disant à tous les militaires de refuser une évaluation civile. Ils ont fait des notes et Elon Musk n'a pu rien faire avec l'armée. Donc c'est pour dire que l'armée existe, la défense existe, l'intérêt national existe, que ce soit ici comme en France, ou d'ailleurs en France, la dimension diplomatique internationale de la politique française est menée pour une grande part par l'armée, par la défense. Il y a des choses qui sont d'intérêt national et pour lesquelles les militaires prennent les responsabilités parce que ce sont des experts, mais c'est des professionnels, c'est des gens qui comprennent très rapidement ce que tu mettrais 10 ans à expliquer à un civil. Donc ça, c'est extrêmement important et je voudrais dire que sur cette question-là, il faudra revenir à plus de sagesse, savoir que nous devons coopérer dans le monde, nous sommes dans le monde et nous avons besoin de forces étrangères pour nous appuyer parce que les menaces sont d'ampleur internationale et mondiale. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui un invité spécial, Elhadji Ibrahima Sall, ancien ministre de la coopération du Sénégal et du Plan, et ensuite philosophe, écrivain. Elhadji Ibrahima Sall, la question domestique, on revient sur ça. Quel est l'état aujourd'hui des conditions de vie des ménages et du pouvoir d'achat au Sénégal? Alors, ce que je voudrais dire sur les conditions de ménage, très rapidement, Alassane, c'est que premièrement, nous n'avons aucun instrument de mesure, nous n'avons aucun indicateur, et nous n'avons pas d'observatoire. C'est le grand problème. Nous discutons de choses pour lesquelles nous n'avons aucune mesure, nous n'avons aucune science et nous n'avons aucun élément de suivi. Nous avons jusque-là, et depuis que le Sénégal est Sénégal, un indicateur d'inflation qui est un indicateur macroéconomique qui n'a rien à voir avec les... Il y a l'ANSD qui est là. Oui, mais l'ANSD existe, mais l'ANSD doit travailler. D'ailleurs, je vous le dirai, c'est en concertation avec des commissions qui engagent le secteur privé, qui engagent les ménages, qui engagent les associations. C'est toutes ces entités-là qui doivent se retrouver autour d'une commission pour évaluer et suivre les conditions de vie. Mais d'abord, la première chose, c'est qu'il nous faut des observatoires. L'observatoire du niveau de vie, l'observatoire du niveau des dépenses, l'observatoire qui va aussi regarder l'évolution des dépenses de façon générale. Alors, une fois qu'on a ça, il y a ensuite le travail des experts qui va proposer des indicateurs de suivi. Et ces indicateurs sont entérinés, validés par une commission nationale qui suit ces choses-là. Et donc, pour moi, il me paraît essentiel d'avoir ce dispositif de suivi pour pouvoir parler. Nous parlons dans le vide, nous débattons dans le vide du pouvoir d'achat, la vie est chère, sans pour autant savoir qu'on doit prendre les unités de consommation qui sont les familles et regarder l'évolution du pouvoir d'achat et des conditions de vie par catégorie de famille, par niveau de revenu des familles, par les familles qui sont en fonction des régions, familles rurales ou pas, donc les familles monoparentales et pas consorts, et nous devons voir tout ça en profondeur. Et nous avons l'art dans notre pays d'avoir des discussions très superficielles et où tout va tout dans tous les sens sans que nous ayons quelque chose de sérieux. Et il nous faut nous mettre dans le temps du monde. Mais si vous avez le micro-trottoir, vous interrogez les Sénégalais, eux, les ménages, ils savent que c'est dur, que le pouvoir d'achat n'est plus là, ils n'ont plus la capacité de
faire des dépenses qu'ils pouvaient faire, que la vie est devenue très chère, parce qu'aujourd'hui, le kilo peut-être de 1000 qui coûtait peut-être 500 francs, pour le négocier à 600 francs dans le marché, les carottes ont augmenté. Ils savent de façon empirique que les choses sont dures. Mais justement, quand vous faites ça, vous faites, c'est vrai, du journalisme, c'est extrêmement important, mais vous ne faites pas de la politique économique. La politique économique, c'est bon d'avoir des micro-trottoirs pour conforter des tendances, mais c'est des observatoires, c'est des processus de décision, c'est des dispositifs de suivi, de mesure, et ça me paraît extrêmement important. Mais sinon, vous pouvez tomber toujours sur 3 mécontents, après sur 2 qui sont contents ou 1, et après vous retombez sur le même pied. Je vous dis que ce que l'on appelle l'action publique a besoin d'éclairage. On ne peut prendre aucune décision publique dans aucun domaine que ce soit, dans aucun secteur que ce soit, qui ne soit pas éclairé par une aide à la décision. Il faut préparer la décision, il faut étudier ex ante la décision que vous prenez, il faut voir, une fois que vous prenez la décision, les conséquences. Maintenant, sur la question du pouvoir d'achat, il y a 8 à peu près mesures, 7 à 8 mesures. La première chose, comme je l'ai dit, c'est d'avoir l'observatoire pour suivre. Deuxièmement, c'est d'avoir des indicateurs et une commission qui suit. Troisièmement, c'est de se battre contre tous les monopoles naturels. C'est-à-dire, aujourd'hui, les tarifications de la Sénélec, les tarifications de la SDE. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a laissé des monopoles se constituer, sans les soumettre à la concurrence, oui. Nous avons l'obligation de réguler. Réguler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire en sorte que le bien-être collectif ne soit pas remis en question, tout en préservant l'équilibre budgétaire de la structure, parce qu'il ne s'agit pas de la mettre en faillite. Alors, les travaux existent depuis longtemps. Donc aujourd'hui, la Sénélec, la SDE et Orange doivent avoir beaucoup plus de concurrents. Non. C'est ça? Non, c'est que normalement, dans une économie idéale, ils auraient dû avoir des concurrences. Mais pour des questions d'économie d'échelle, on leur a donné le monopole. Mais quand tu donnes de la puissance à quelqu'un, il faut contrôler derrière. Il faut le contrôler derrière. C'est le thème de la régulation et c'est l'important. Il y a eu un premier papier qui avait été fait en 1927 par Ramsay, un économiste. Ensuite, 1956 par un Français qui s'appelait Boiteux. Et en 1993 plutôt, il y a eu les travaux de Lafont et de Tirole. Lafont est mort d'un cancer du cerveau. Tirole est devenu prix Nobel. Donc c'est pour dire que les outils aujourd'hui existent. Mais c'est important de savoir si un monopole qu'on a créé ne sert pas à enrichir une classe politique par des tarifs qui sont plus élevés qu'ils n'auraient dû l'être. C'est ça que ça veut dire concrètement. Ça veut dire qu'il faut regarder la structure des prix du monopole, regarder ses coûts, regarder comment elle tarife et regarder dans quelle mesure elle s'éloigne de son coût marginal ou pas, c'est-à-dire de la dernière unité produite. Et tout ça, c'est des problèmes de régulation qui doivent être fixés dans le cadre d'une lutte pour retrouver les conditions de vie. Un autre domaine aussi qui est important, c'est ce qu'on appelle les dépenses préengagées. Les dépenses préengagées, c'est, par exemple, vous, aujourd'hui, le 1er janvier, vous vous engagez jusqu'à la fin de l'année scolaire pour payer les salaires de votre enfant. Donc, il est important que ces contrats préengagés fassent l'objet d'une évaluation, d'un suivi. Donc, vous vous rendez compte de la complexité des dispositifs qu'il faut mettre dans une économie pour qu'elle sorte de terre. Et enfin, il y a la grande question du logement. La question du logement, on ne peut pas l'aborder sans le foncier, sans la façon dont la fiscalité sur le foncier est faite aujourd'hui, parce que pour moi, il y a de mauvaises incitations qui font qu'il y a une rigidité des prix à la baisse, parce que tout simplement, les gens qui déterminent la politique fiscale ont un portefeuille de biens qu'ils ne veulent pas voir se dégrader. Donc tout ça, c'est de la régulation. Ils sont juges et partis en même temps. Oui, ils sont juges et partis, et surtout, ils sont propriétaires et régulateurs. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez vendre votre terrain à 100 000 francs le mètre carré, ils vont vous dire non, ils vont vous surimposer en vous disant un redressement, c'est à 500 000, et que, alors que rien ne le justifie, sinon la volonté de ne pas admettre que le portefeuille de leurs biens ne se dégrade. Oui, vous avez parlé du foncier. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le pays, le parquet financier judiciaire qui convoque beaucoup de Sénégalais liés au foncier, d'autres des ministres qui avaient géré l'argent du pays, mais on découvre des choses effarantes par rapport justement au bien public.
Oui, vous découvrez des choses affarantes, mais c'est parce que c'est la première fois que vous le découvrez. Mais ce pays, à mon avis, depuis plus de 20 ans, est en plongeant sur ces questions de gouvernance, en plongeant sur ces questions de corruption, et que nous tous, nous savons que nous sommes un pays corrompu depuis plus de 20 ans. C'est dû à quoi? Un problème de régulation, de contrôle, a priori, ou bien de gestion du pays, de la gouvernance? Très bien. Il y a premièrement un problème d'éducation. D'abord, parce que pour moi, ça participe de l'indiscipline collective. Les bons militaires vous diront, même le détournement des deniers publics est un problème d'indiscipline. C'est la discipline. Et la discipline, elle se fait dès les familles et dès l'éducation et dès l'école. Nous sommes laxistes sur ce plan-là. La deuxième chose, quand vous venez, il y a quelque chose qui est fondamental, qui est mortel. C'est la politisation de l'administration, Alassane. Oui. Une administration ne peut pas être politisée dans un pays sérieux. Il faut arrêter ça. Et nous ne faisons que ça depuis des décennies. Il faut arrêter ça. On ne peut pas, aujourd'hui, le bien public et ceux qui le protègent, les confiner ou les protéger dans des actions politiques qui font qu'ils font n'importe quoi. Mais ce sera toujours une répétition. Les uns partiront, les autres s'asserront, et quand ils partiront, ce sera la même chose. Et cette gestion pose en filigrane le problème de l'emploi au Sénégal, où les ressources qui devaient aller pour créer peut-être de l'emploi sont dans les poches de certains privilégiés. Oui, mais je reviendrai sur l'emploi. Mais déjà sur la question que vous soulignez qui est importante, qui est la question de... la réduction des comptes. Comment vous l'appelez, de la réduction des comptes. Il y a un autre problème qui est le problème des systèmes de contrôle. Nous n'avons pas des systèmes de contrôle interne. Et j'ai l'habitude de dire, depuis 15 ans je le dis, les cours de compte passeront partout, trouveront les mêmes choses le lendemain, parce que tout simplement, c'est pas l'inspection qui arrête de faire des infractions. C'est pas la Cour des comptes qui arrête de faire des infractions. C'est des systèmes de gestion, de contrôle interne mis en place qui l'empêchent tous les jours. C'est pour faire les dégâts. Oui, pour retrouver les dégâts. Mais c'est pas une distribution aléatoire des sites à contrôler et des moments aléatoires, parce que la Cour des comptes n'a pas les moyens, ni l'IGE, de contrôler tout ce qui est contrôlable. Elle n'a même pas les ressources humaines, déjà, pour commencer, pour le dire. Donc, c'est pour dire que les questions sont importantes. C'est des systèmes de contrôle interne extrêmement intègres qu'il faut mettre en place. Et ça aussi, c'est une action énorme. On a énormément de choses à faire dans ce pays. Renforcer les systèmes de contrôle, renforcer les systèmes d'évaluation, mieux concevoir les politiques publiques au départ. Tout ça nous pose des problèmes extrêmement sérieux. Et sinon, nous allons faire du jour au jour, comment on appelle ça, du coup par coup. Et donc, tous les jours, ce sera de la répétition et rien ne changera. Mais à ce moment, la jeunesse est là, elle a besoin d'emploi. Oui, la jeunesse a besoin d'emploi, mais la jeunesse, elle a besoin, avant l'emploi, d'un projet de vie. Donc, il faut construire une politique de jeunesse que nous n'avons pas. C'est les perspectives d'avenir. Mais je trouve que c'est pathétique que des jeunes votent pour un changement et se mettent tous à prendre la pirogue pour aller dans des champs agricoles dans différents pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un problème extrêmement important. Donc, il faut refaire la politique de la jeunesse. Quant à la politique d'emploi, si j'ai un message à donner aux autorités et aux Sénégalais, c'est qu'une collection de projets et de programmes d'emploi ne fait pas une politique d'emploi. Le Sénégal n'a pas de politique d'emploi. Nous n'avons qu'une juxtaposition de programmes sur l'emploi. Donc, ça, c'est une question essentielle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la priorité des priorités, avant la gouvernance de l'emploi, de la politique de l'emploi, avant son pilotage au quotidien, il faut recentrer l'emploi au cœur des politiques publiques. Et ça appelle au moins 2 à 3 décisions importantes. C'est que premièrement, l'emploi est trop important pour être laissé à côté du travail. Le ministère du Travail s'occupe de ceux qui ont le travail. Mais le ministère de l'Emploi s'occupe de ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas, c'est tellement important qu'il faut les prendre en charge très sérieusement. Il faut les prendre en charge non seulement très sérieusement, mais c'est qu'il faut rendre visible la politique de l'emploi au cœur des politiques publiques. En faisant comment? En faisant le point de jonction de la convergence des politiques publiques. Aujourd'hui, le ministre
de l'Emploi aurait dû être le ministre de l'Emploi chargé de la convergence des politiques publiques. Parce que quand vous avez 33 ministères, vous avez à peu près 168 actions interministérielles. Tout ça, ça va dans tous les sens. Vous avez besoin de réorienter l'action et que ça converge vers la politique d'emploi que vous menez. Et bien sûr, mobiliser tout ce qui tourne autour de l'Observatoire de l'emploi, on n'en a pas. Comment voulez-vous parler de chômage si vous ne savez pas si vous avez des chômeurs à courte durée, à longue durée? Comment voulez-vous parler de chômage, de politique de l'emploi si vous ne savez pas le nombre de chômeurs? Ils sont illettrés partout. Donc, ce n'est pas une question de « j'ai financé un projet à Ogo » ou « j'ai financé un projet à Ourossogui ». C'est plus sérieux que ça. Ce n'est pas des financements de projets. C'est une politique d'emploi qui part de haut et qui va mettre de l'ordre et qui va interpeller le ministre de l'Industrie. C'est des comptes publics nationaux sur l'emploi qui n'existent pas et c'est des analyses fines sur ce qui se passe sur le plan de l'emploi et c'est une animation d'une nouvelle politique d'emploi avec un accent sur les créations d'emplois, avec un accent sur les startups et puis c'est une réforme fondamentale du marché du travail. Il faudra regarder aujourd'hui ce que l'intelligence artificielle permet, les algorithmes, le big data, pour faire des marchés du travail, des lieux qui sont accessibles à tous. Il faut que ça tourne. Or, rien ne bouge. Et pourtant, au niveau départemental, il faut des guichets uniques. Il faut un comité interministériel territorialisé sur l'emploi. Il y a 400 000 choses qu'il faut faire et, bien sûr, territorialiser l'évaluation des politiques publiques, mais qui n'est même pas centralisée pour mais le gouvernement met l'accent sur l'agriculture en disant qu'aujourd'hui, avec les agropoles dans les régions, qu'on pourrait créer des bassins qui créent de l'emploi pour les jeunes. Mais encore une fois, Alassane, une juxtaposition de programmes agricoles ne fait pas une politique agricole. Une juxtaposition de programmes de la santé ne fait pas une politique de la santé. Nous avons toujours eu des programmes dans ce pays et on a pensé qu'en les alignant, 30 programmes, 32, on arrive à faire une politique. Mais publique. Comment faire une politique de l'emploi articulée qui permet aux jeunes de s'en sortir? Mais c'est d'abord, ce que je dois noter, c'est qu'en 2016, je crois, il y avait déjà le premier frisson et pour moi c'était le meilleur qui a été fait jusqu'à présent et ça date du président Abdoulaye Wade. Lequel? Ce document-là, on l'a pris, on l'a mis dans le tiroir, il n'a plus servi. C'est de quel document? Il parlait de quoi? Mais c'est un document de politique de l'emploi du Sénégal. Fait par Abdoulaye Wade? Non, Abdoulaye Wade n'a jamais fait la politique d'emploi, mais fait par les experts qui étaient extrêmement compétents. Qui disaient quoi? Qui sont compétents. Mais qui disaient quoi? Mais qui disaient les grandes lignes de la politique. Qui disent 80% de ce que je dis, auquel mais j'ai ajouté mais les 20% que j'ai trouvé moi-même de mon expérience et de mon métier d'économiste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des bribes de politique d'emploi, les gens les ont mis dans le tiroir et ils se sont acharnés à juxtaposer des programmes. L'ADER ici, l'autre chose ici. Et quand les gens viennent au pouvoir, ils ne savent pas mais s'ils doivent continuer le même. Et ils continuent le même en changeant tout simplement mais la tête du responsable. Mais la politique économique n'est pas remise en question, la politique publique n'est pas remise en question. Et aujourd'hui d'ailleurs, mais de façon très simple, nous sommes en train, le Sénégal est en train de se concentrer sur des problèmes de delivery unit et donc de suivi, alors qu'elle aurait dû se concentrer sur la qualité des politiques publiques qu'ils ont mises en place et leur évaluation. Mais est-ce que l'emploi ne mérite pas aujourd'hui, dans ce pays-là, qu'il y ait des assises nationales sur la politique d'emploi? Qu'on aille chercher tous les experts sénégalais sur la question, qu'on mette en place une politique de l'emploi très claire. Sur la politique de l'emploi très claire, je suis d'avis avec vous, c'est évident que c'est ce qu'il faut faire. Au lieu de faire des conférences sur l'employabilité, ça on le sait, on ne crée rien de nouveau. On a besoin d'une politique de l'emploi et il y a des moyens de le faire. Et il faut le faire et je pense que ça mérite des concertations nationales comme la confiance en l'économie, ainsi de suite. Mais les concertations, il faut que ce soit fait de façon sérieuse aussi, Alassane. On ne se lève pas un dimanche pour aller au centre Abdou Diouf pour dire voilà, on fait une concertation, prendre 15 journalistes qui mettent à la une des photos et des choses. Non mais il faut être sérieux. Si on veut être sérieux, il faut être professionnel. Ces concertations-là se préparent. Elles se préparent avec des gens compétents. Elles ne se préparent pas avec des amis ou avec des copains.
Donc, il y a un problème très profond dans ce pays. Il y a aussi un apport important qu'on ne sent pas au Sénégal, c'est la diaspora sénégalaise, qui est compétente, qui est dans des structures de haut niveau. Oui, mais... On ne voit pas participer de façon active. Mais d'abord, je voudrais vous corriger parce que ce n'est pas toute la diaspora qui pas est toute, importante. je dis pas. Voilà. La diaspora, moi... Il y en a qui sont très il y a des gens qui sont très compétents à l'extérieur. Il faut qu'ils apportent leur contribution et leur expertise au gouvernement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous ne pouvez pas diriger un pays quand il vous manque 4 choses. Lesquelles? C'est le déficit de compétences, c'est inadmissible, et d'expertise. C'est pourquoi il faut appeler les gens les plus pointus dans ce qu'ils font pour qu'ils aident. La deuxième chose, c'est le déficit d'expérience. Il faut avoir galéré, avoir fait des erreurs pour pouvoir se rectifier. Et la troisième chose, mais c'est le déficit de maturité. Quand on gouverne, il faut rester mûr, être mûr. Et surtout, savoir... il y a Michel Foucault qui avait eu une très belle expression dans l'archéologie du savoir, et il parlait du grand partage. C'est-à-dire que les sociétés, elles sont organisées, elles sont mises en ordre. Comme la science, d'ailleurs, je rajoute moi personnellement, par le langage. Savoir ce qu'on dit, quand on le dit, où le dire et par qui le dire, pour moi, c'est essentiel quand vous gouvernez. Et donc, ces choses-là me paraissent importantes, et aujourd'hui, il faut aller dans ce sens-là. Oui à la diaspora, oui à des compétences qui sont extérieures, et intérieures. Parce qu'avant d'appeler la diaspora, moi, je veux bien qu'on appelle la diaspora. J'ai un ami, Mamadou Gueye de Matam, mais qui est extrêmement brillant, extrêmement compétent. Mais avant de penser à lui, je connais 10 000 Sénégalais qui sont à l'intérieur du Sénégal, qui sont ostracisés et qui devraient participer à la prise de décision, qui devraient participer à la construction du pays. Ça, c'est une priorité. Donc, je ne suis pas focalisé sur l'intérieur ou l'extérieur. Je suis focalisé sur toutes les compétences qui sont laissées en rade. Et encore une fois, je plaide pour une dépolitisation de notre pays. La politique nous fait reculer. Il faudrait en faire le moins possible, travailler le plus possible, se réunir le plus possible et réconcilier la nation et aller de l'avant ensemble. Mais justement, cette question de la réconciliation nationale, on a vu ce qui s'est passé pendant les événements de mars 2021, 2024, ce qui s'est passé. On voit le président, dans ses déclarations à la nation, parler de vivre ensemble, pas de réconciliation. Mais comment le matérialiser? Oui, encore une fois, Alassane, quand on est dans l'opposition, on parle. Quand on est au pouvoir, on agit. Ce qu'on attend des autorités de notre pays aujourd'hui, c'est des mesures, des actions, des initiatives. Ce n'est pas un discours. On a besoin d'échéances, on a besoin de mesures, on a besoin de responsables, on a besoin de moyens, on a besoin de dispositifs. C'est comme avec la sécurité. La sécurité aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a besoin de loi de finances rectificative, on a besoin de donner les moyens à l'armée, on a besoin de lui donner le temps pour s'entraîner, on a besoin d'une culture d'aptitude qui rehausse l'élite pour lui permettre de tirer les troupes vers le bas. Voilà des choses que l'on attend. Aujourd'hui, moi, ce que j'attends du président de la République et des autorités de ce pays, c'est de mobiliser les structures de médiation sociale. Et je ne parle pas de médiation politique, puisqu'ils pensent que la politique résume tout, alors que tout le malheur du Sénégal vient du fait que c'est un pays qui est surpolitisé et qui n'est pas soumis à une discipline, qui manque de laxisme, de sérieux. Mais quand on parle de médiation sociale, on a vu aujourd'hui dans ce pays-là le rôle que jouent les chefs religieux. Quand il y a eu des événements, comment ils sont intervenus, on a vu les gestes qu'ils ont eu à faire, les chefs religieux par rapport au pays. Même quand il y a eu la pandémie, on a vu les contributions de Seigneur Moutaka, on a vu les contributions de toutes les confréries au Sénégal. Le Sénégal est un pays de cohésion. Mais entre nous, vous savez mieux que moi, Alassane, que ces structures de médiation sociale ne sont intervenues que lorsqu'il y avait le feu. Oui. Ça veut dire que c'est des... Vous préconisez une anticipation, un dialogue permanent? Il faut un dialogue permanent. Et pour qu'il y ait un dialogue permanent, il y a des discours, des comportements et des mesures qu'il faut proscrire de l'espace politique. Le Sénégal a besoin de se réconcilier avec lui-même. Le Sénégal a besoin d'un. Et quand vous regardez aujourd'hui le silence des autorités religieuses, pour ne parler que d'eux, ou des intellectuels, ou des sages, vous vous rendez compte que les gens sont prudents, ils se taisent. Et ça, c'est un très mauvais indice. Ce pays-là aurait dû être
plus mobilisé à l'heure actuelle sur sa reconstruction et sur son unité. Mais ce n'est pas ce que je vois, en tout cas c'est ma conviction profonde. Maintenant, chacun peut isolément faire son discours. Quand vous êtes reçu par le président ou quand le président va vous rendre visite, mais vous pouvez mettre le discours que vous voulez. Mais encore une fois, les choses profondes ne sont pas réglées et elles sont laissées en surface et ça constitue des menaces sérieuses sur l'unité nationale. Et pour moi, l'unité nationale, c'est la priorité des priorités, puisque sans unité nationale, on ne peut pas défendre. Sans unité nationale, on ne peut pas faire de l'économie. Par exemple, un truc très simple, un point très simple, une déclaration de politique générale d'un Premier ministre, ça sert à quoi? Un, attirer les étrangers en leur disant le Sénégal est le plus beau pays, venez investir. Et deuxièmement, leur dire, nous, Sénégalais, nous sommes un unique, comme un seul homme, mobilisé pour venir vous accueillir. Et quand ces deux-là ne sont pas présents, il y a un problème. Il y a un problème de confiance. Et je pense que c'est tout un discours qu'il faut refaire. Et cette démarche, ce sont les autorités qui sont à la gestion du pouvoir qui doivent l'avoir, vis-à-vis de tous les autres Sénégalais. Tout à fait. Tout à fait. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit, d'ailleurs, c'est pas trahir un secret que de dire la révélation que je vous ai faite. J'ai toujours dit, de façon indirecte ou par personne interposée, souvent ou par quelque chose, j'ai toujours dit au président de la République, il était important que le 14 avril soit le 14 avril de tous les Sénégalais, opposition et majorité réunie. Malheureusement, j'ai jamais pu avoir ça, mais mon combat, c'était de faire des Sénégalais politiquement anonymes et citoyennement responsables dans leur vie de tous les jours. Et ça va jusqu'aux appels d'offres, jusqu'à l'appel à des candidatures. Tous les Sénégalais doivent se sentir chez eux, les Sénégalais les plus compétents. Il n'est pas question de prendre des chirurgiens et de dire qu'à l'hôpital X, il faut que les chirurgiens soient des PS ou soient des APR. C'est un crime contre le peuple sénégalais et à mon avis, il faut arrêter ça. Il faut dépolitiser le pays, il faut le donner entre les mains des meilleurs d'entre nous, des plus intègres d'entre nous, pour qu'on puisse tirer effectivement la collectivité. Mais dans ça, vous dites qu'il y a un silence qui est assez troublant, c'est celui des intellectuels, qu'on n'entend plus parler par rapport au pays. Pas seulement eux. Mais les religieux, tout le monde. C'est l'élite, ce sont les élites qui doivent tirer vers le haut la population. On n'entend plus les intellectuels plus en plus. On ne les entend plus parce qu'ils se font insulter sur les réseaux sociaux. Mais c'est une raison. Non, mais c'est une raison. De se taire? Mais c'est une raison. Par rapport à la mission pour le pays? Non, mais non, parce qu'ils ne sont pas défendus par les autorités qui auraient dû les défendre. C'est à la puissance publique de défendre la discipline publique et de punir tous ceux qui vont dans ce sens-là. Or, aujourd'hui, malheureusement, rien n'est fait sur ce plan-là et personne ne veut prendre le risque. Les gens se disent, on va attendre la prochaine crise et que le système saute pour que autre chose vienne à la place. Mais il y a un problème, Alassane. Notre pays est sur la limite d'atteindre le bord d'un pays, d'une nation ingouvernable par une indiscipline collective. Il faut y mettre fin, de quelque façon que ce soit. Et moi, je pense que l'indiscipline est inacceptable. Que ce soit l'indiscipline dans les réseaux sociaux, l'indiscipline dans les urnes, l'indiscipline sur TikTok, l'indiscipline dans les finances publiques. Et les responsabilités des parents dans tout ça? Mais bien sûr. Dans les maisons, dans les familles déjà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand vous avez des mères de famille, mais qui attendent que leurs enfants dévalisent un Auchan, mais pour venir les applaudir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je n'attendrai jamais, et j'avais l'habitude de le dire d'ailleurs, je disais à quelqu'un, moi je ne laisserai pas Macky Sall mettre le pied devant chez moi, mais pour éduquer mes enfants. Il n'a qu'à éduquer ses enfants, moi mes enfants c'est moi qui les éduque. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les parents d'élèves ont une responsabilité personnelle sur leurs enfants. Allez-y, j'ai fait une évaluation dans une prison qui s'appelle le Fort-Bay, qui regroupe des gosses qui ont entre 11 et 13 ans. Et quand vous allez dans cette prison-là, vous discutez avec l'assistante sociale et vous allez vous rendre compte que tous les gosses qui sont emprisonnés de 11 à 13 ans, je me demande d'ailleurs pourquoi jusqu'à présent il y a des prisons pour enfants, on devrait les supprimer purement et simplement. Ces gosses-là, vous vous rendez compte qu'ils ont été abandonnés par leur père et que les visites qu'ils ont sont des visites qui sont effectuées par leur maman et la mère de leur mère, donc leur grand-mère. Donc c'est pour dire que les pères de famille abandonnent les familles
Et comment voulez-vous qu'on n'aille pas vers une catastrophe? Tous les gosses qui agressent, tous les gosses qui sortent, qui brûlent les maisons des gens, qui brûlent les entreprises, mais ce sont des gosses qui ont été abandonnés et qui retournent leur violence contre la société. Il faut mettre fin à tout ça. Il faut une politique en profondeur. Il faut une action publique en profondeur et pas des slogans, et pas des slogans et des devises. Voilà, le temps que vous avez imparti est terminé. Merci Elhadji Ibrahima Sall. Je rappelle que vous êtes ancien ministre du Plan et de la Coopération du Sénégal de 1998 à 2000. Vous êtes aussi philosophe, écrivain, et que vous êtes aussi ancien enfant de troupe. Nous devons parler avec vous du Sénégal en profondeur. Quelles sont les réformes qu'il faut faire pour que le pays sorte de la difficulté dans laquelle il est en train de vivre, et surtout comment les autorités doivent prêter une oreille attentive à tous ces Sénégalais qui ont des choses à dire pour le Sénégal. À la technique, Birane Cissé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.